Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, commencer? Conformément à l'article 108.2 du règlement, le comité étudie les efforts de l'Agence du revenu du Canada qui veut combattre l'évitement fiscal et l'évasion fiscale. Comme témoin, nous accueillons aujourd'hui Alain Deneau, qui est chercheur au Réseau pour la justice fiscale Québec. Bienvenue, Alain. Au début, je dois vous dire que... À l'ordre, s'il vous plaît, tout le monde. Je crois, Alain, que vous êtes au courant de la rencontre précédente. On a imposé des limites au comité, étant donné la Convention. Ceci étant dit, on vous souhaite la bienvenue. Peut-être pourrez-vous enrichir notre étude qui vise à combattre l'évitement fiscal et l'évasion fiscale. Merci de votre présence. L'invitation, je suis ravi de pouvoir soulever un certain nombre d'enjeux avec vous ce matin. Je suis chercheur effectivement au Réseau pour la justice fiscale, qui est une organisation qui s'intéresse à la dimension politique, à la lutte aux paradis fiscaux et qui entretient des liens de proximité avec les différentes entités comparables dans le monde, dont le Tax Justice Network à Londres et nos amis au Canada anglais du Canadians for Tax Fairness que vous avez reçu ici en la personne de Denis Howlett. Je suis aussi l'auteur de quelques ouvrages sur les paradis fiscaux, dont Paradis fiscaux, la filière canadienne, qui a été traduit sous le titre Canada, a New Tax Haven. Et j'ai également, en collaboration avec le professeur de droit fiscal André Larreau, que vous avez également reçu la semaine dernière, rédigé pour le compte du collectif d'organisation Échec aux paradis fiscaux ce rapport des solutions à notre portée, qui s'adresse directement au législateur fédéral canadien et qui a été traduit sous le titre Solutions Within Our Reach. Vous avez des exemplaires disponibles ici et qui consiste à montrer que plutôt que de se dire que le Canada ne peut pas agir seul, à certains égards, on peut se demander pourquoi le Canada est le seul à ne pas agir. Je suis par ailleurs docteur en philosophie de l'Université de Paris 8 et tout récemment nommé directeur de recherche au Collège international de philosophie à Paris. Et c'est du point de vue de la pensée politique que j'ai abordé la question des paradis fiscaux. Je pense que la question des paradis fiscaux nécessite une approche interdisciplinaire qui requiert donc certes l'analyse d'économistes, de juristes et de fiscalistes, mais aussi de politologues et de penseurs en sciences sociales. En ce qui concerne la dimension administrative, légale et technique du problème relatif à l'évitement fiscal ou aux paradis fiscaux, je souscris à beaucoup de choses qui ont été dites par messieurs Archer Cockfield, Denis Howlett et André Larreau la semaine dernière ici, notamment que l'Agence canadienne du revenu envoie un mauvais signal lorsqu'elle négocie à rabais ce qu'il en va des sanctions envers des fraudeurs potentiels du fisc, surtout lorsqu'il s'agit d'évoquer le prétexte qu'il en coûte moins cher de réaliser des ententes hors cours avec de potentiels ou d'éventuels fraudeurs, selon ce que jugerait un tribunal, plutôt que d'aller au bout de processus légaux. Cela rappelle la bien triste blague de Charlie Chaplin qui disait tuer une personne, vous êtes un criminel, tuez-en des millions, vous êtes un héros. On a un peu cette même impression si on fait une analogie avec les fuites fiscales. Le problème, c'est que la loi que l'État de droit a pour vocation de faire valoir, ne devrait pas être négociable dans un esprit de boutiquier. C'est qu'on ne devrait pas avoir un point de vue comptable sur le fait de devoir faire valoir la loi.
Et je pense à ces arrangements dont on a été témoin dans l'opinion publique ces derniers temps, savoir que des acteurs pouvaient négocier une absence de traces à leur dossier, une absence de pénalité, des taux d'intérêt revus à la baisse sur des montants qui avaient été identifiés par l'Agence du revenu comme étant de l'ordre de transferts, en tous les cas problématiques. Je n'engagerai pas là un débat juridique puisqu'on n'a pas pu aller au fond du dossier dans un tribunal. Et j'ajouterais, cela dit, puisque ce que je vais proposer ici relève d'une approche complémentaire, que, au-delà des enjeux techniques et légaux et administratifs, disons, qui sont soulevés ici, il y va aussi s'il s'agit de penser le problème de l'évitement fiscal d'enjeux proprement diplomatiques. S'il s'agit de s'attaquer à l'architecture internationale du problème et pas seulement à des enjeux intérieurs. Et s'il s'agit de ne pas faire comme si la question n'était simplement négociable ou soulevée à l'intérieur de la législation. Au Canada, on a l'impression que l'exécutif national et les institutions publiques n'ont pas publiquement une réflexion profonde, engagée sur la question mondiale des paradis fiscaux, de ce que sont les paradis fiscaux. Et j'en tiens pour indication le fait qu'au moment où a éclaté l'affaire des Panama Papers, dans le monde, on voyait jour après jour monter au créneau sur cette question-là les principaux dirigeants des pays concernés, Barack Obama, Angela Merkel, David Cameron, François Hollande, et ainsi de suite. Tandis qu'au Canada, outre quelques apparitions furtives du premier ministre, on a surtout confié à la ministre du Revenu, Diane Boutillier, finalement de s'attaquer au problème et de représenter la voix du gouvernement sur cette question, alors qu'on se serait beaucoup plus attendu, comme dans les autres pays du monde, que ce soit le bureau du premier ministre et éventuellement le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Finances qui, au fond, se saisissent de l'enjeu et fassent leur ce problème. Pourquoi? Parce que les législations de complaisance, les paradis fiscaux et plus largement les ports francs, les zones franches, les paradis réglementaires, ne sont pas des États comme les autres. Ce sont même nommément des adversaires de l'État de droit. Très souvent, la loi telle qu'elle existe dans une législation de complaisance ou un paradis fiscal a strictement pour viser de neutraliser le droit tel qu'il est en vigueur ailleurs dans des États de droit. Et donc, en cela, il s'agit d'un adversaire de l'État de droit, c'est-à-dire de la façon qu'ont les États de faire valoir le droit sur leur territoire. Au fond, la façon dont, et je vais terminer là-dessus, la façon qu'ont les paradis fiscaux et les législations de complaisance de concevoir le droit, c'est de permettre, souvent sur leur territoire, je pense aux îles Vierges britanniques, au Panama, à Hong Kong, aux Bermudes, et il y en a d'autres, à permettre, en vertu de leurs droits, la création d'entités comme des exempted companies, comme des sociétés internationales, comme certains types de holdings, qui prévoient que ceux qui les créent ne paient aucune forme d'impôt sur les capitaux qui sont détenus par ces structures-là, qui ne répondent à peu près d'aucun droit en ce qui concerne la supervision par l'État de l'identité des ayants droit, à la condition que les capitaux que détiennent ces entités-là n'aient aucun impact sur la vie intérieure du pays. C'est-à-dire, on va dire, une exempted company peut être créée chez nous, elle ne paierait pas d'impôt sur ses revenus, à la condition qu'elle n'ait aucune activité sur notre territoire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'une législation de complaisance légifère sur des actifs, des activités et des acteurs qui sont partout dans le monde, sauf chez eux. Et à ce titre-là, on pourrait considérer qu'un gouvernement comme celui du Canada, par sa voie diplomatique, par la voie de ses ambassades, par la voie de son ministre des Affaires étrangères, signale à ces États-là que leurs lois excèdent les prérogatives qui est celle de leur souveraineté. Parce qu'on délibère sur des actifs, des acteurs, des activités qui ne concernent pas ce qui se passe sur le territoire.
Et les conséquences sont très, très graves pour les populations, parce que ce sont des milliards de dollars qu'on perd en recettes fiscales, d'une part, et ce qui se ressent beaucoup. C'est comme ça qu'on peut expliquer, évidemment, les plans d'austérité des différents gouvernements ici ou ailleurs dans le monde, mais également parce que l'État ne peut même pas jouer son rôle sur un plan légal quant à la façon dont on conduit des activités lorsqu'on les mène formellement du point de vue de ces entités-là. Et c'est ce que j'aimerais ici soulever, c'est ce problème d'ordre, au fond, politique et diplomatique. Thank you very much, Mr. Deneau. Merci beaucoup, M. Deneau. On va donc commencer avec la première ronde de questions. M. McKinnon, vous avez 7 minutes. Bienvenue. Je comprends que vous êtes Gatinois d'origine, donc à titre de député de Gatineau, je vous souhaite particulièrement la bienvenue chez nous. J'ai bien noté surtout votre conclusion. En ce qui concerne le manque ou peut-être le vide international qui s'est créé au fil des ans en matière de collaboration entre pays, entre juridictions, pour combattre justement l'existence de ces juridictions qui servent d'abri, qui servent, de par leur cadre juridique, de siège social ou pour des entités qui souhaitent éviter de payer leurs impôts. Cela dit, il y a eu ces dernières années des efforts, que ce soit au niveau de l'OCDE, du G20 et autres, des efforts auxquels le Canada a participé. J'aimerais d'entrée de jeu que vous commentiez ces efforts-là, comment vous les percevez, comment vous trouvez que le Canada se défend dans toutes ces instances et quels autres efforts pourraient être déployés afin d'accroître la participation du Canada à ces efforts-là ou de faire en sorte que le Canada tire encore mieux son épingle du jeu. Merci. Déjà, les mesures au titre du BEPS sont certes un point encourageant, mais sont fort insatisfaisantes parce qu'on ne s'attaque pas à plusieurs mécanismes fondamentaux de l'évitement fiscal. Par exemple, les patent boxes. Les patent boxes, par exemple, permettent à des entreprises d'éviter le fisc en transférant à des filiales créées dans les paradis fiscaux des brevets, des titres de propriété intellectuelle, de façon à s'assurer dans l'exercice financier d'un groupe multinational que, par exemple, la marque d'un groupe soit la propriété d'une filiale dans un paradis fiscal qui puisse émettre sous la forme de facture des droits de redevance aux autres membres du groupe multinational, de façon à ce qu'il y ait le plus de capitaux possible qui soient concentrés dans les comptes de la structure du paradis fiscal. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas été soulevé dans le cadre des délibérations du BEPS, alors que c'est fondamental. On sait très bien que c'est ainsi que le prix de transfert, qui est une des pratiques les plus courantes des multinationales pour contourner le fisc sur un plan d'illégal, se fait. Et ce serait vraiment une façon de s'attaquer à l'architecture de ça. Le commerce électronique n'a pas tout à fait non plus été soulevé. Et aussi, il y a tout le problème de la confidentialité, c'est-à-dire qu'on en vient à faire valoir le principe de l'échange automatique d'informations fiscales entre pays. C'est un gros problème que la question du secret, là, déjà, mais qui peut au moins permettre d'épingler un certain nombre d'acteurs frauduleux qui sont des particuliers, parce que très souvent, les entreprises, on a beau lever le secret bancaire, elles se sont organisées pour qu'il y ait une apparence de légalité dans leur montage. Donc, quand même qu'on lève le secret bancaire, rien n'est joué encore. Il faut vraiment s'attaquer à des dispositifs plus complexes. Mais en ce qui concerne, ça peut être une avancée, mais les citoyens n'ont aucune façon de contrôler les autorités publiques. Et on voit bien par les différentes affaires qui ont concerné l'Agence canadienne du revenu ces derniers temps que
parfois, et là je rejoins toute la pertinence, je pense, du rapport que je comprends bien que vous le jugez controversé, mais de Denis Harlett et des Canadians for Tax Fairness là-dessus, c'est qu'on sait que potentiellement il y a des pouvoirs d'ingérence en politique. On ne va pas faire semblant qu'on le découvre. Là. On sait que politiquement, il est possible qu'il y ait de l'ingérence dans des agences publiques. Bon, et s'il n'y a pas de mécanisme pour s'assurer que lorsqu'un gouvernement a des informations sur une entreprise ou des grands acteurs, des grands détenteurs de fortune, et que tout se passe sous couvert de l'anonymat, ou enfin sous le seuil, sous le sceau de la confidentialité, à ce moment-là, il y a un problème. Mais j'en dis pas plus, mais tout ce que je veux dire, c'est qu'à l'OCDE, il y a des problèmes, et le Canada, jusqu'à nouvel ordre, a pas été le plus combatif à l'OCDE. On s'entend. Moi, je parle avec mes partenaires à l'échelle internationale, et le Canada n'a pas bonne réputation dans ces cercles-là, en tout cas en ce qui concerne ceux qui cherchent à lutter contre l'évitement et l'évasion fiscale. Bon, et on espère que la chose va changer maintenant. Peut-être simplement un mot. Le Canada fait vraiment, donne l'impression, pour reprendre l'expression de Pierre Bourdieu, là, d'agir de manière non coordonnée entre sa main droite et sa main gauche. Parce que tandis qu'on prétend faire la lutte aux paradis fiscaux en étant actif à l'OCDE, d'autre part, je veux dire, le Canada partage son siège, par exemple, à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international avec 12 paradis fiscaux, dont 11 paradis fiscaux des Caraïbes parmi les plus controversés, là, les Bahamas, Saint-Vincent et les Grenadines, Saint-Kitts et Nevis. C'est pas des grands États de droit. Là. Et le Canada, quand il se prononce dans les instances de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, il le fait au nom de, on behalf of, ces 12 législations, c'est-à-dire 11 paradis fiscaux des Caraïbes et l'Irlande. Et il a confondu sa voix, et j'ai cité dans mon livre, là, Paradis fiscaux, la filière canadienne, des moments où le gouvernement canadien prend officiellement fait et cause pour les paradis fiscaux qu'il a pour mandat de représenter. Donc, à un moment donné, il faudra choisir son camp. Vous commencez. L'Agence du revenu du Canada, j'ai noté une grande hausse dans les comptes à recevoir au niveau de l'Agence du revenu du Canada. Si on demande à l'Agence, ils vont vous dire, oui, on a beaucoup plus de comptes à recevoir parce que nos efforts de récupération, nos efforts justement pour combattre l'évitement fiscal fonctionnent. Donc, ça crée des comptes à recevoir de l'ordre de quelques 30 milliards de dollars, si je ne me trompe pas, cette année. Nous avons investi des sommes considérables, 444 millions de dollars, dans l'Agence du revenu, dans l'espoir et sur la base des assurances de l'Agence qu'avec des effectifs améliorés, avec des effectifs majorés, ils pourraient justement mieux combattre ces problèmes-là que vous percevez. Ça ne se règle pas, j'en conviens, les diverses problématiques que vous avez soulevées au niveau de la propriété intellectuelle, au niveau du commerce électronique, et j'en passe. Mais au niveau des lois qui existent, l'Agence prétend qu'elle est en mesure d'améliorer sa performance au niveau de la collecte au Canada. Êtes-vous d'accord? Oui. Ben, il n'y a que de la place pour l'amélioration. Je veux dire, quand on considère que ce sont des centaines de milliards de dollars qui transitent, je veux dire, c'est quoi, 21 000 milliards de dollars, les fonds qui sont en circulation dans les paradis fiscaux. Je veux dire, on compte en téradollars. Bien évidemment qu'il y a de la place pour l'amélioration, mais encore une fois, si on envoie l'Agence du revenu au front en l'outillant de 100 vérificateurs de plus, sans mentionner que le gouvernement précédent avait fait subir des coupes draconiennes dans les budgets de l'agence, de sorte que les fonds qu'on a investis, les fonds supplémentaires qu'on a investis dans le fonctionnement de l'agence sont à peu près un rééquilibrage, là, à peine. Hein, donc, on est revenu de la situation d'antan. On peut vraiment douter que l'agence soit outillée pour mener à terme des opérations de contrôle sur des particuliers fortunés. Je tiens à insister sur ceci. Le problème, il est global. Hein, et les particuliers fortunés constituent une catégorie importante de fraudeurs, mais l'enjeu principal, c'est l'évitement fiscal, c'est-à-dire la façon qu'on a eue de légaliser, de rendre légal
ou en tout cas de perdre le contrôle, selon les cas, sur un certain nombre d'opérations par des multinationales. Et si on ne situe pas le débat à cette échelle-là, on va travailler sur des marges, là. Bon, si vous me dites qu'à la marge du problème, on avance, bien, je vais vous le concéder, on avance à la marge du problème, mais il faut voir l'ensemble du problème. Et je pense que si le Canada n'avait rien fait sur la question des paradis fiscaux depuis 1980, aujourd'hui, on serait en avance. Parce qu'il a été très complaisant, le Canada, notamment en signant un accord de non-double imposition avec la Barbade, qui est un accord absolument inadmissible du point de vue de la pensée politique. Un accord d'échange, un accord sur la non-double imposition est censé quand deux États se ressemblent du point de vue de leur politique fiscale. Quand vous avez un État qui impose à 0,25 un capital qui est imposé ici à 35 on va pas aller à la pertinence d'un tel accord. Je vous laisse passer à la prochaine question. Monsieur McColman. Merci, Monsieur le Président. Merci aux témoins d'être ici. Revenons à ce que mon collègue de l'autre côté voulait dire. Est-ce que des efforts ont été faits sur la scène internationale pour combattre ces mesures d'évasion fiscale? Est-ce que les ententes entre les pays ont permis à ces pays de prendre un peu de recul pour s'attaquer à l'application de la loi? On a récupéré 1,57 milliard de dollars. Est-ce que le gouvernement penche plus de ce côté-là et veut faire plus? De ce que vous avez dit jusqu'à maintenant, je comprends que ce n'est pas assez. Vos commentaires m'amènent à penser qu'il manque encore quelque chose, qu'il y a quelque chose de beaucoup plus gros que l'ARC. Et la haute direction de l'ARC ne voit pas les choses dans le contexte global comme vous les voyez. Pourriez-vous nous expliquer un peu ce que vous avez dit afin que je comprenne mieux? Nous avons eu des fonctionnaires de l'ARC ici. Ils nous ont dit comment ils gèrent les choses, comment ils se penchent sur ce problème, comment, dans la pratique, devraient-ils changer leur façon de faire? Totalement enfermé dans une réflexion qui porterait exclusivement sur ce que peut faire l'Agence canadienne du revenu sur cette question-là. J'essaie précisément de dire que l'Agence canadienne du revenu est un des vecteurs par lequel on peut essayer de faire la lutte aux paradis fiscaux. Donc, il ne s'agit pas de discréditer l'Agence, c'est d'expliquer que si on l'envoie seul au front, on est certain d'avoir éventuellement des avancées à la marge du problème. Mais il y a une architecture qui est celle de la mondialisation et qui est le résultat de décisions qui ont été prises par des gouvernements occidentaux le plus souvent depuis, disons, les années 80, pour aller vite, là, qui expliquent une situation géopolitique mondiale dans laquelle on est. Et s'il y a un endroit où on doit pouvoir se poser des questions sur cette architecture mondiale-là, c'est bien dans ce Parlement. Et je dirais que pour essayer d'être le plus concret possible, qu'il y a deux grands ordres de problèmes. Hein. Le premier concerne les transferts de capitaux dans les paradis fiscaux effectués par les particuliers. Le plus souvent, ils le font sur un mode illégal. Parce qu'un particulier, contrairement à une multinationale, il sait que quand il est à Ottawa, il n'est pas au Belize, au Panama, au Luxembourg et à Hong Kong en même temps. Mais une entreprise, elle, peut gérer sur le mode de transfert intragroupe des fonds en ayant une existence éclatée. C'est tout le problème. Le problème de l'évitement fiscal a beaucoup trait à la structure même des multinationales qui échappent au contrôle des autorités publiques, étant donné leur nature multinationale. On joue les États les uns contre les autres, mais on coordonne les opérations depuis des lieux qui ne sont pas soumis à un contrôle public, c'est-à-dire les paradis fiscaux, c'est-à-dire les législations de complaisance. Donc, qu'est-ce qui fait qu'un particulier va profiter de cette architecture mondiale offshore? C'est le secret. C'est-à-dire qu'on fraude le fisc, on omet de divulguer un certain nombre de choses, mais on compte sur le secret pour s'assurer que jamais l'Agence du revenu va être informée d'actifs qu'on a dissimulés à l'étranger. Et c'est là où les politiques d'échange automatique d'informations sont nécessaires, parce que les actuels accords d'échange de renseignements fiscaux qui ont été signés permettent essentiellement d'obtenir la levée du secret bancaire à peu près quand on a déjà les données qu'on veut obtenir.
Ou en tout cas, on est tellement avancé dans un dossier qu'il ne nous reste plus que quelques pièces à glaner. Donc ça, c'est un enjeu majeur qui suppose un rapport diplomatique au problème. Et même si on obtenait l'échange automatique d'informations, je voudrais quand même signaler qu'il y a certaines législations, comme Hong Kong, par exemple, ou les îles Vierges britanniques, où on n'est même pas obligé de tenir des registres à l'intérieur de la législation. Donc, il se peut très bien qu'on obtienne la levée du secret bancaire et que, comme ça a été observé dans le cas des Panama Papers, au Panama, on a eu un exemple concret, là, on tombe sur des documents qui ne contiennent aucune trace des titulaires de titres de propriété. On ne sait même pas, et la législation n'oblige même pas un juriste d'entreprise ou un spécialiste dans la délocalisation d'actifs de tenir ces registres-là. Donc, quand même qu'on obtient la levée du secret bancaire, il y a toujours ce problème qui sera un jour ou l'autre politique. Il faudra un jour ou l'autre en venir à une approche globale, politique, diplomatique sur ces enjeux-là, parce que ce sont les législations qui sont concernées. Et en ce qui concerne les grandes entreprises, permettez-moi simplement de dire un mot. Les gouvernements canadiens ont largement favorisé les pratiques d'évitement fiscal. Yeah, you get another one anyway. Okay. We went way over. Okay. This may not relate totally to. Revenons à votre aire de compétences. On parle d'occasions ratées en matière de revenus du gouvernement. Et on parle ici de l'économie au noir dans ce pays et de ce que certains appellent le marché noir, travailler pour du comptant. Dans l'industrie de la rénovation domiciliaire, on a 6,9 milliards de dollars de recettes perdues. Comment pensez-vous qu'on pourrait récupérer une plus grande partie de ces impôts non payés quand les gens font remplacer leur toit ou font refaire leur entrée de garage? J'ai fait il y a quelques années un rapport qui s'intitule, je ne me souviens plus, l'aveuglement volontaire, ou c'est un titre du genre il y a quelques années. Et cela consistait à dire que cette expertise que vous cherchez, vous l'avez ici même au sein des différents ministères des Finances au palier fédéral ou provincial au Canada. Pourquoi? Parce que pendant des années, les cibles principales des ministères des revenus provinciaux et fédéraux ont été le travailleur au noir, la serveuse à pourboire, le notaire de province, le petit restaurateur de quartier. Et là, on s'est beaucoup intéressé à l'économie au noir, au dessous de table, aux petites opérations sordides. Bon, et jamais, ou presque, n'a-t-on trouvé de documents, et je l'ai épluché, cette documentation-là, sur les grands détenteurs de fortune, les multinationales et le problème de l'évitement. C'est très récemment qu'on s'est mis à parler de planification fiscale agressive. Là. Il y a seulement quelques années qu'on le fait. Mais cette documentation-là sur le petit fraudeur facile à épingler, là, sur lequel on va lancer en masse des représentants du fisc, ça, vous l'avez tout à fait au ministère des Finances. Je vous réfère à cette abondante documentation et suspectement abondante au vu du faible nombre de documents sur les très grands fraudeurs. Thank you both. Mr. Dussault. Merci, Monsieur le Président. Et d'abord, j'aimerais souligner que je suis un peu déçu de ne pas avoir la présence de M. Hammersley, qui a été invité, qui était le lanceur d'alerte dans l'affaire KPMG, qui a refusé notre invitation. Et je trouve que c'est un dangereux précédent pour un comité parlementaire de se faire refuser comme ça. Surtout si monsieur en question ne travaille plus pour la firme KPMG. Ça aurait été important d'avoir son opinion sur le rôle de KPMG dans tout ça. Mais question reliée pour M. Deneau, qui nous fait l'honneur de sa présence avec nous, par rapport justement aux facilitateurs d'évasion fiscale. Les firmes comptables d'avocats qui font la promotion, la publicité de produits fiscaux. Ils appellent ça comme ça. C'est des produits fiscaux où on va offrir à des riches clients de la firme, moyennant des sommes importantes. On va leur offrir des produits fiscaux qui sont clairement indiqués dans des documents internes ou dans des documents qu'on publicise même aux clients, que le but est d'éviter de payer des impôts. Le but est avoué, donc on cache absolument rien là-dedans. On dit qu'on va s'assurer que vous allez payer moins d'impôts à la fin de l'année.
Est-ce que vous pouvez commenter sur ce que le gouvernement et ce que les parlementaires pourraient faire pour adresser cette situation-là, des facilitateurs d'évasion fiscale qui publicisent des produits fiscaux qui visent nommément, clairement, dans leurs produits, à éviter de payer de l'impôt? Bien, ce que vous diront les intéressés, c'est qu'ils le font sur un plan légal. Et s'ils le font sur un plan légal, c'est qu'on s'est montré complaisant quant à certains abus, ou soit parce qu'on a légalisé un certain nombre de processus, parce qu'ils font peut-être l'affaire d'un certain nombre d'acteurs puissants au pays qui ont une voix puissante. Hein. Je me permets de... Est-ce que je vais les trouver ici? Je me permets de rappeler de mémoire qu'un ministre des Finances influent encore dans ce pays il y a quelques années avait créé un groupe consultatif dans lequel se trouvaient comme conseillers formels des administrateurs à la retraite ou des gens ayant des liens formels à la retraite avec des sociétés comme la Banque Scotia, la Banque Royale du Canada, PricewaterhouseCoopers, Barrick Gold, SNC-Lavalin, Rogers, Shell, et pas un fiscaliste. Pas un sociologue, évidemment, pas un syndicaliste, oubliez ça, mais même pas dire que des gens d'affaires qui n'étaient même plus des lobbyistes, mais qui étaient formellement des conseillers du ministre sur les enjeux fiscaux. Donc, on comprend ensuite pourquoi la loi, on s'explique, on tente de s'expliquer pourquoi il y a autant d'aberrations dans la loi. Maintenant, je voudrais revenir sur l'enjeu fondamental là, que j'ai voulu soulever. Si, dans des pays comme les Bermudes, les îles Vierges britanniques, le Panama, on légifère sur un capital qui n'est jamais présent sur le territoire, qui n'est jamais actif sur le territoire, qu'est-ce que ça veut dire ici? Ça veut dire qu'ici, il y a des spécialistes dans la délocalisation d'actifs qui vont dire, ils sont Canadiens, ils vont dire à des clients canadiens qui ont des actifs au Canada et qui sont présents ici depuis longtemps, d'inscrire des titres de propriété et des capitaux dans une espèce de bulle de verre qu'on crée, et on va dire que ce qu'il y a dans cette bulle de verre-là relève du droit du Panama ou relève du droit des Bermudes. Et ce sont finalement des actifs qui relèvent d'aucune législation, parce que dans ces législations-là, on considère qu'ils ne doivent pas, en quelque sorte, interférer avec l'économie réelle du pays. Et on a créé une sorte de régime de droit qui est nulle part. Et c'est bien l'œuvre de ces architectes qui ont souvent été, de toute façon, les maîtres d'œuvre de l'élaboration des politiques fiscales des paradis fiscaux. Il faut savoir que les paradis fiscaux ont été créés largement dans les Caraïbes britanniques, là, par des Canadiens. C'est un ancien ministre des Finances, Donald Fleming, un ancien ministre des Finances du Canada, Donald Fleming, qui a motivé les lois fiscales des Bahamas d'une manière notoire. Le ministre des Finances des Bahamas, dans les années 60, était en même temps membre du conseil d'administration de la Banque Royale du Canada, c'est Sir Stafford Sands. Et pendant ce temps-là, on avait Jim McDonald au Caïman qui faisait à peu près la même chose, un proche du Parti conservateur, et tous agissaient en lien avec les banques canadiennes qui ont une histoire, on le sait, de longue date dans la Caraïbe britannique. Donc, ils sont responsables de cette architecture-là dans les paradis fiscaux, tout en étant ici des spécialistes des transferts d'actifs là-bas au pays. Je vais aussi poser une autre question sur la contradiction du message du Canada sur la scène internationale, qui, d'une part, va tenter ou tente de démontrer aux Canadiens qu'ils travaillent fort, qu'ils mettent de l'énergie et des ressources pour combattre l'évasion fiscale, mais que, de l'autre côté, on entretient un paradis fiscal pour les compagnies minières, et c'est même sur notre territoire, et aussi qu'on a des accords fiscaux avec des législations de complaisance, comme vous dites, notoires, comme la Barbade, où on a un accord de non-double imposition. Donc, j'aimerais peut-être, pour la gouverne des membres du comité, qui vont se pencher sur des solutions, de resserrer nos règles en matière, notamment pour les compagnies minières, pour pas qu'on se retrouve d'être un paradis fiscal pour eux, et aussi par rapport à nos accords fiscaux et nos accords nos conventions fiscales avec d'autres législations de complaisance. Oui, c'est de vastes questions qui supposeraient un séminaire. Je vais être le plus succinct possible en disant que les législations de complaisance se comptent par plusieurs dizaines parce qu'elles ont chacun leur spécialité. C'est-à-dire qu'on ne fait pas la même chose à Guernesey, au Libéria, aux îles Turques et Caïques et aux îles Marshall. C'est chaque législation de complaisance, en quelque sorte, crée dans son droit des mécanismes qui permettent à des acteurs puissants à l'extérieur de la législation de bénéficier de
d'une forme de laisser-faire, quoi. Et donc, le Canada, en quelque sorte, a développé à la manière d'autres, ce que j'appelle des législations de complaisance mixte, c'est-à-dire des pays qui sont à la fois des États de droit et qui ont offshoreisé un pan de leur législation, comme les Pays-Bas, l'Irlande, le Royaume-Uni, les États-Unis avec le Delaware ou l'Autriche. Le Canada, lui, a en quelque sorte développé une législation qui est un réel paradis réglementaire pour l'industrie minière mondiale. Si on prend une société minière dans le monde, il y a 3 chances sur 4 qu'elle soit canadienne, puisque 75% des sociétés minières mondiales sont canadiennes, mais elles n'ont pas toujours été créées à partir de capitaux d'ici ou à partir d'ici. Ce sont des investisseurs internationaux qui créent au Canada une structure pour exploiter des mines qui sont ailleurs dans le monde, de façon à bénéficier des largesses de notre législation qui supposerait en soi une commission d'enquête. Hein. Bon, j'en ai parlé dans un livre qui est Noir Canada ou dans un autre avec William Sachet, qui est Paradis sous terre. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est déjà commencer à démanteler un certain nombre de choses. Effectivement, le Canada dans sa réglementation fiscale, un article, le règlement 5907, l'article 11, qui prévoit que lorsque le Canada signe un accord d'échange de renseignements fiscal avec un paradis fiscal, les entreprises canadiennes peuvent effectivement transférer des actifs dans ce paradis fiscal-là et les rapatrier en franchise d'impôt sous la forme de dividendes ici. Donc, on a complètement intégré le Canada à ce mécanisme. On pourrait parler aussi de l'accord de libre-échange entre le Canada et le Panama. Le Panama étant la lessiveuse de fonds issus du narcotrafic par excellence au monde, avec lequel le Canada a signé un accord de libre-échange en encourageant des échanges commerciaux bilatéraux. Donc, on voit bien que le Canada, en quelque sorte, tout en se présentant comme étant en lutte contre le phénomène, est parfois complice. Thank you both. We're well over time. Merci, on a dépassé le temps imparti. Et ça pour toutes les questions ce matin. Monsieur Sabert, avant de se faire, pourriez-vous m'expliquer ce que vous voulez dire par cette Hampton Box? Dans une question de M. McKinnon, vous avez parlé de Patent Box. Les transferts de capitaux dans des législations de complaisance de façon à éviter, de façon à permettre à un groupe de soustraire, de facturer entre des composantes qui relèvent de son autorité, de l'autorité du conseil d'administration, des droits factices en matière de brevets ou de droits de propriété intellectuelle. Et c'est la façon la plus courante qu'on a de pratiquer le prix de transfert. C'est-à-dire qu'une entreprise, par exemple, a une marque, sa marque vaut beaucoup. Je n'ai pas besoin de donner des exemples. La marque d'une entreprise vaut énormément. Et les patent boxes favorisent la défiscalisation ou la révision à la baisse de taux de forme d'imposition sur des transferts qui concernent le droit d'utilisation d'une marque. Lorsque une multinationale, par exemple, confie les droits de propriété de cette marque-là à une entité dans un paradis fiscal, la dite entité pouvant ensuite facturer des droits de redevance aux autres composantes du groupe multinational pour transférer le plus d'actifs dans les comptes de la dite filiale. Thank you, Mr. Sabera. Merci, monsieur. Bon, tout d'abord, en réaction à une question, dans notre budget, nous avons réservé 400 millions de dollars pour que Revenu Canada puisse lutter contre l'évasion fiscale. Et cela reposait sur des mesures préalables. Moi, je sais que les Canadiens devraient avoir confiance au régime fiscal. On veut que tout le monde paie sa part et qu'aucun groupe ne subventionne un autre. Au Canada, on a de bons programmes sociaux. Ce sont les Canadiens qui paient pour ça. Ils ont ces programmes à cœur et il faut assurer la pérennité de ces programmes. Et pour ce faire, on a besoin d'un bon régime fiscal. Je voudrais vous demander ce qui suit. Il y a un écart fiscal au Canada. Il y a une couple d'études sur la question. Dans quelle mesure est-il important pour nous de bien comprendre cet écart et quelle est l'ampleur de cet écart fiscal au Canada? Vous comprendrez que, étant donné mon champ disciplinaire, je considérais que ce fossé qu'on observe et que vous évoquez
ne s'analyse pas strictement d'un point de vue comptable. Bien sûr qu'il y a des enjeux arithmétiques en cause, mais il ne s'agit pas de lancer un chiffre. Je pense qu'on est plus dans une dynamique qui est exponentielle. Et je m'explique rapidement. On sait que selon Statistique Canada, les entreprises canadiennes ont, entre guillemets, investi à peu près 200 milliards de dollars dans les 10 principaux paradis fiscaux où on les trouve. Je ne reviendrai pas sur cette donnée qui m'apparaît inframinimale en termes d'évaluation. Il reste qu'on peut considérer que sur ces fonds-là, des impôts ne sont pas prélevés. Mais ce serait une erreur de s'en tenir strictement à ce genre de données. Ce qu'on comprend en pré-coup, c'est qu'en fait, pour retenir les capitaux, et dans mes ouvrages, je cite des ministres des Finances qui utilisent explicitement ce genre d'expression, pour retenir les capitaux, pour qu'ils ne fuient pas à l'instar des autres, on a eu tendance au Canada, aux paliers provinciaux et fédéraux, à revoir à la baisse le taux d'imposition sur le revenu des entreprises. Au palier fédéral, par exemple, il était de 38 en 1981, il est de 15 aujourd'hui. On a aboli la taxe sur le capital, on a revu à la baisse un grand nombre d'impôts, ce qui fait des rentrées en moins dans le trésor public. Donc non seulement il y a des capitaux en masse qui fuient le pays au titre de l'évitement fiscal, mais les capitaux qui restent sont imposés à la baisse parce que le Canada, pour les retenir, imite les paradis fiscaux. Et ensuite, c'est exponentiel. Ensuite, on n'arrive pas à boucler le budget. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On contracte une dette auprès d'institutions financières qu'on n'impose plus ou qu'on impose moins qu'avant. Et du coup, c'est le service de la dette qui entre en ligne de compte et qui s'explique également par les fuites fiscales, parce qu'il y a évidemment un lien entre les rentrées fiscales et les dépenses de l'État. Et ensuite, on tarifie des services qui, avant, étaient accessibles d'une manière universelle du point de vue des citoyennes et citoyens, quand on ne sabre pas purement et simplement dans les services publics, comme c'est le cas maintenant. Et ce que je veux dire, c'est que le trou, là, si on veut l'évaluer, il faut l'évaluer en fonction d'indices et de critères sociologiques. Parce qu'il y a des enjeux en cause qui sont multiples et qui font que tous les jours, on paie un prix fort comme population du fait qu'il y a ces fuites fiscales-là, parce qu'elles entraînent aussi des logiques politiques et comptables qui sont difficiles à calculer, mais qui ne sont pas moins réelles. OK. Follow-up. A quick question. I would have to just comment on the tax rates. Concernant les taux d'imposition, là où ils étaient et là où ils sont. De faibles taux d'imposition. Ça a encouragé l'investissement de capitaux, la création d'emplois. Enfin, c'est mon point de vue. Et ça a été fait et par les libéraux et par les gouvernements conservateurs. On dit que les taux d'imposition sont à un bon taux à l'heure actuelle. Mais je dois vous demander ce qui suit. Quand vous parlez de transfert de capitaux vers ces paradis fiscaux, dites-vous qu'il y a un certain nombre de sociétés qui font le transfert de prix avec cette technique de patent box. Pourriez-vous élaborer? Nous, on a passé des ententes fiscales avec des multinationales ou avec des entités multinationales concernant la gouvernance et les questions de fiscalité. Et ça a beaucoup évolué à ce niveau-là. Et je prétends qu'il y a beaucoup de sociétés canadiennes qui emploient des dizaines de milliers de Canadiens partout au pays, sont de bons partenaires corporatifs pour la collectivité. Merci. Effectivement, les entreprises ont plus d'argent pour investir lorsque le taux d'imposition est plus faible, et c'est ce qui explique qu'elles aient cumulativement 630 milliards de dollars dans leur coffre, aujourd'hui dans leur compte bancaire, en dépôt bancaire ici à l'étranger, ce qui est une somme phénoménale et qui montre que lorsque les entreprises ont beaucoup de liquidités, elles n'investissent pas nécessairement. Et lorsqu'elles investissent, c'est souvent dans des produits spéculatifs, notamment dans les hedge funds des îles Caïmans ou dans des fonds spéculatifs à risque sur des produits financiers qui ne sont d'aucun intérêt pour la population canadienne. Et enfin, lorsqu'elles investissent, elles investissent là où, dans les pays qu'on retrouve sur les étiquettes des produits qu'on consomme, je veux dire au Bangladesh, en Chine, en Inde, en Jamaïque, c'est-à-dire dans ces paradis fiscaux du travail que sont les zones franches, avec les ateliers de misère et tout ce que l'on sait. Je veux dire, il faut voir les choses en face. En ce qui concerne, j'ai oublié du coup la question, c'était... Can I pass the remainder of my time on to the Mr. Parliamentary Champagne. Secretary? Je vais passer mon temps à mon collègue.
de votre présence. Je vous écoute avec énormément d'intérêt. Puis je pense que vous amenez aussi dans cette discussion-là un aspect, comme vous dites, philosophique qui est intéressant aussi de réfléchir sur ces grandes questions comme ça. Il y a seulement 2 commentaires que j'aimerais revenir. Vous avez parlé de l'intervention du premier ministre du Canada sur les Panama Papers. Je voudrais vous dire, je pense que le premier ministre a parlé haut et fort en disant que non seulement on avait inclus des sommes historiques dans notre budget, puis vous avez vu, c'était même un engagement dans notre campagne électorale bien avant que, j'allais dire, l'enjeu des Panama Papers vienne sur toutes les lèvres ou, disons, dans les médias chez nous. L'autre chose que je voudrais... il y a 2 choses que j'aimerais aborder avec vous au niveau philosophique et intellectuel. Vous avez parlé que vous n'êtes pas favorable aux ententes hors cours, ce qui est quand même, étant avocat moi-même, ce qui est quand même une pratique dans le monde judiciaire international, non seulement chez nous, mais pas seulement en matière fiscale, mais en matière... la grande majorité, j'allais dire, des conflits entre particuliers se règlent habituellement hors cours parce que c'est la façon la plus, j'allais dire, expéditive d'arriver à un règlement de ces dossiers-là, même avec la couronne dans bien des cas, que ce soit en matière criminelle, en matière pénale, et aussi en matière d'impôts pour justement favoriser, j'allais dire, l'efficacité des tribunaux parce qu'on se rend bien compte que la preuve hors de tout doute raisonnable n'est pas toujours facile à obtenir, surtout dans des cas internationaux, comme vous le mentionnez. Ça, c'est le premier aspect que j'aimerais vous entendre. Et le deuxième, moi, j'ai vécu à l'étranger pendant plusieurs années. Je me rappelle quand j'étais en Europe que c'était aussi les États européens avaient justement favorisé, j'allais dire, le retour de capitaux dans leur juridiction parce qu'ils disaient une fois que c'est rentré dans l'assiette fiscale d'un pays tel quel, on va pouvoir le taxer. Mr. Champagne, have to sum up quickly. We're OK. already over Je time. disais juste Champagne, pouvez-vous résumer, s'il vous plaît? pour toutes les années à venir. Donc, il y a plusieurs États européens qui avaient justement fait ces mesures-là pour, j'allais dire, faire de l'onshoring de ces revenus-là qu'on ne voyait pas, justement pour assurer qu'on ait ça dans le futur. Alors, écoute. Oui, bon, il y a beaucoup de questions. Là. Je vais d'abord juste seulement signaler que je me suis rappelé entre-temps la question de votre collègue, que bien entendu que les entreprises canadiennes pratiquent le prix de transfert parce que se vendent tous les jours, que c'est légal. Je ne sais pas quel journaux lit votre collègue, mais en tout cas, je veux dire, c'est là tous les jours. Il lira même Jean-François Cloutier du Journal de Montréal. C'est pas très difficile comme lecture et il verra que toutes les semaines, il y a une affaire qui éclate sur la question des paradis fiscaux. Sur les règlements hors cours, ils sont très contestés. Je veux dire, là, je ne vais pas citer des juristes, mais en sociologie, en philosophie du droit, on s'inquiète beaucoup du fait que la tendance au règlement hors cours nous prive de la jurisprudence, par exemple, et transforme finalement le droit en une sorte de logique de boutiquier où on fait du marchandage sur la base souvent de rapports de force. Et c'est plus le droit qui s'applique. Souvent, dans une conférence de règlement à l'amiable, le médiateur, qui peut être un juge, va dire on n'est pas là pour faire valoir des droits, on est là pour en abdiquer. Et c'est sur la base d'abdication de droit qu'on en arrive à des ententes hors cours. Et c'est vraiment un gros problème. Là, si vous voulez parler de philo, là, on aura un beau débat, mais je veux dire, c'est un problème de philosophie du droit très important. Je ne veux pas m'attaquer à la personne du premier ministre. Je veux simplement dire que dans la plupart des pays du monde, on s'intéresse à la question, à l'architecture des paradis fiscaux et pas simplement à des mesures administratives qui peuvent être faites à l'interne. Bien sûr que c'est encourageant que le nouveau gouvernement investisse dans l'Agence canadienne du revenu. Cela dit, il y a tellement eu de coupures antérieurement qu'on en est simplement à une logique de rééquilibrage et on arrive avec des tire-poids face à une problématique qui est énorme et qui supposerait que d'une manière privilégiée, le ministère des Finances et le bureau du premier ministre se saisissent du dossier plutôt que d'y aller de déclarations qui ont certes leur poids mais qui ne suffisent pas. Et par rapport à l'Europe, il y a tout un débat, c'est un enjeu formidable, mais on sait que le Luxembourg, par exemple, en Europe, pompe littéralement les recettes fiscales des États en permettant aux entreprises qui sont actives à l'intérieur de l'Union européenne d'inscrire leurs profits dans ce grand-duché, tandis que toutes leurs opérations ont lieu ailleurs et qu'elles bénéficient des infrastructures publiques financées par les contribuables ailleurs. Et on est vraiment loin du compte. Thank you both. We're well over time. Mr. Buthoff. Merci. Au début de votre intervention, il y avait plein de messages. Cela m'a amené à croire que ce qui arrive avec les paradis fiscaux, c'est davantage politique qu'autre chose. Et si c'est le cas, si c'est ce que vous laissez entendre honnêtement, ça veut dire qu'importe la quantité d'investissement
à l'ARC, les résultats vont être les mêmes. N'est-ce pas juste? Complémentaire et que si on fait des avancées à la marge en investissant dans l'Agence du revenu du Canada pour qu'elle épingle un certain nombre de fraudeurs qu'on n'aurait pas interceptés sans ces mesures-là, c'est certes, oui, une avancée, mais on n'a pas soulevé les enjeux fondamentaux que sont celui de l'échange automatique d'informations, de la levée du secret bancaire, du problème des États où, malgré la levée du secret bancaire, on peut se trouver dans des situations où les informations n'existent pas. Les Panama Papers nous ont révélé qu'il y a beaucoup de dossiers qui ont tellement de prête-noms en jeu qu'on ne sait même pas, au fond, qui sont les ayants droit des titres de propriété qui sont en cause et que je veux dire, ce ne sont pas des mesures suffisantes, mais ça ne veut pas dire que c'est absolument vain. C'est-à-dire que c'est un aspect du problème. Si on veut régler, par exemple, la question de l'évitement fiscal, c'est pas seulement en investissant davantage dans les moyens, les effectifs de l'Agence canadienne du revenu, mais c'est en revoyant un certain nombre de législations et de traités que le Canada a signés. Et ça ne suppose pas énormément de coûts. Il s'agit de revoir des textes qu'on a signés avec la Barbade ou un certain nombre de paradis fiscaux. Et c'est pas seulement une question d'investissement. Il y a des choses qui se règlent aussi par la voie de l'esprit. Just as I gather, that mean you're looking at. Cela veut dire que vous voulez changer les politiques. Vous laissez entendre qu'on vit sur une île et on n'a rien à voir avec le reste du monde, donc on peut faire ce qu'on veut, nous, le Canada. Ça veut dire qu'il y a quand même des conséquences à ça. Et comment on doit élaborer ces politiques et ces mesures? Pensez-vous pas qu'il y aura un problème à faire cela? Actuellement dans un ordre mondial dans lequel, je pense que ceux qui sont intervenus la semaine dernière ont dit la même chose, dans lequel le Canada est à la traîne. C'est lui qui est sur sa petite île, le Canada. C'est-à-dire que si vous suivez ce qu'il en est de la dynamique internationale par rapport à la lutte aux paradis fiscaux, les États-Unis sont bien avant nous. Bien avant nous, actuellement, on voit des entreprises multinationales américaines transférer leur siège social des États-Unis au Canada explicitement en raison d'avantages fiscaux que notre État leur conférerait. On joue à petite échelle le rôle du paradis fiscal par rapport aux États-Unis plutôt que d'être de s'inscrire dans cette dynamique internationale qui est celle du FATCA aux États-Unis, qui est celle des mesures de la République française qui a rendu obligatoire la divulgation des actifs et du nombre de filiales des banques françaises dans tous les pays du monde afin de mieux contrôler et surveiller ce qu'il en est des opérations bancaires françaises dans le monde, y compris dans les paradis fiscaux. On a beaucoup d'exemples de pays qui agissent seuls et qui sont dans cette dynamique-là, et le Canada est précisément, et c'est ce que j'essaie de faire comprendre à la députation, le Canada est justement à la traîne de ce mouvement-là, et il serait temps qu'il fasse partie du monde plutôt que d'être à part. You've got time for another. Vous avez le temps pour une autre question. Excellent. Bon, ce que j'entends, c'est que ne croyez-vous pas que si on adopte de telles politiques, on va épeurer les investisseurs. On va faire peur aux sociétés multinationales et elles ne voudront pas investir ici, établir leur siège social ici. Que les États-Unis font actuellement, et à ce que je sache, il n'y a pas une fuite massive de capitaux des États-Unis vers l'extérieur. Le Canada est un des pays où le taux d'imposition sur le revenu des entreprises est parmi les plus faibles des pays de l'OCDE. Il y a de la marge, il n'y a pas de raison qu'on impose moins le revenu des entreprises au même taux que celui de l'Allemagne ou des États-Unis. Il n'y a pas de raison que les entreprises américaines déménagent au Canada comme si le Canada était le paradis fiscal de cette grande république socialiste que sont les États-Unis. On n'en est vraiment pas là. Plutôt que de finalement, sur un mode idéologique, développer des discours qui tournent à vide. Je pense qu'on peut regarder la réalité en face telle qu'elle nous est donnée à voir dans d'autres pays. Thank you, both. Merci à vous deux. Dernière question. Merci, Monsieur le Président. Merci de votre témoignage ici aujourd'hui, Monsieur. Je voudrais vous poser quelques questions. En résumé, je ne crois pas que, étant donné les témoignages qu'on a entendus ici,
et qu'il y a eu de graves coupures à l'ARC qui ont mené à un retard au Canada et qu'on devrait en faire plus comparé aux autres pays du monde concernant l'évasion fiscale. Là où il y a un problème avec votre témoignage, c'est que ça donne l'impression qu'on vit dans le passé, qu'on fait rien, qu'on fait l'autruche. Mais si je regarde l'investissement qu'on a fait dans l'ARC, vous parlez pas juste de l'ARC, vous dites que l'approche doit être mondiale. Mais si je regarde les nouveaux investissements dans l'Agence de revenus du Canada, en plus de cet investissement, on a mis sur pied un comité sur l'observation et la conformité internationale. Et eux vont se concentrer sur ce qui suit, une stratégie pour décourager la non-conformité à l'étranger, des politiques administratives qui seront utilisées par d'autres administrations fiscales pour aider les problèmes à l'échelle mondiale, fournir des conseils à l'ARC pour qu'elle puisse combler ce fossé fiscal, penser à des stratégies ou des pratiques pour éviter les stratagèmes fiscaux, et essayer d'améliorer les enquêtes criminelles au sein de l'ARC. Donc, ce que vous demandez, c'est ce qu'on a déjà planifié. On n'a pas aujourd'hui toutes les réponses. Ça fait des années qu'il y a des coupures à l'ARC, certes, mais là, on a décidé d'aller de l'avant. Et on fait appel à des experts nationaux et internationaux pour qu'ils nous aident à élaborer des stratégies pour mettre de l'avant les politiques dont vous avez parlé justement ce matin. Je vais aller dans votre sens et tout ce que j'ajouterais, c'est qu'il ne faut pas, à mon sens, voir la question des paradis fiscaux comme étant strictement une malédiction qui s'abat sur nous et une chose extérieure face à laquelle il faudrait lutter. Nous avons, en grande partie, nous, Canadiens, généré notre problème. L'accord contre la double imposition, l'accord de non-double imposition que le Canada a signé avec la Barbade en 1980 et qui va faire l'objet d'ailleurs d'un vote à la Chambre des communes, étant donné l'initiative non partisane du député Gabriel Sainte-Marie, pour la première fois. Cet accord-là qui favorise l'évitement fiscal, qui le rend légal, comme d'autres accords que je ne citerai pas parce que ce serait techniquement trop long, constitue une façon qu'a eu le gouvernement du Canada d'être la cause de nos problèmes. On n'était pas obligé de signer cet accord-là et il n'y a pas de raison qu'il existe encore aujourd'hui, comme il n'y avait pas de raison qu'on signe un accord de libre-échange aussi complaisant avec le Panama. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en plus de ce que vous citez, et qui sont certes des mesures encourageantes, il faut avoir un diagnostic qui soit clair par rapport à l'enjeu géopolitique et par rapport à la responsabilité active du Canada dans la création du problème pour que nous puissions, en quelque sorte, défaire ce que nous avons fait à tort. Et je pense que cet accord de non-double imposition avec la Barbade est un bon exemple. Vous imaginez, la Barbade est le deuxième pays au monde où les sociétés canadiennes investissent le plus après les États-Unis. C'est une aberration parce qu'il n'y aura pas les Jeux olympiques à la Barbade dans 2 ans. Ce n'est pas des immobilisations qui sont en cause. On n'investit pas vraiment. On utilise cet accord de non-double imposition que le Canada a volontairement signé avec la Barbade et qui l'a reconduit jusqu'à aujourd'hui, strictement aux fins d'évitement fiscal. Il y a énormément de complaisance en jeu et c'est aussi un des problèmes qu'il faut avoir le courage de soulever maintenant. Thank you. Last question, Ms. Soprano. Dernière question, Mademoiselle Soprano. Encore une fois, les erreurs du passé n'empêchent pas de bien faire du travail maintenant et d'en prévoir pour l'avenir. Ma dernière question, l'écart fiscal. Tant que les Canadiens ne comprendront pas ce qu'est cet écart fiscal, comment pouvons-nous le combattre de façon dynamique? Je sais qu'auparavant, on a parlé de l'écart fiscal qui était bloqué par l'Agence du revenu du Canada. Est-ce que c'est important pour l'initiative de l'ARC de publier l'écart fiscal?
l'accord de non-double imposition avec la Barbade n'est pas une erreur du passé, c'est une erreur de tous les jours. Je veux dire, tous les jours, nous reconduisons cette erreur-là et il faudrait un jour y mettre fin. Donc, c'est un problème contemporain. Cet accord-là sévit encore aujourd'hui puisque la Barbade est le deuxième pays où les entreprises canadiennes investissent le plus. En ce qui concerne la mesure des pertes fiscale, j'ai évoqué tout à l'heure une méthode sociologique là, qui me semble en quelque sorte complémentaire à une approche arithmétique et qui consiste à voir à quel point est finalement exponentiel et incommensurable le problème, puisque plus les paradis fiscaux attirent des capitaux d'entreprises canadiennes sur un mode légal ou de détenteurs de fortune particuliers sur un mode illégal, plus on a tendance à revoir à la baisse le taux d'imposition des entreprises, moins on finance convenablement les services publics, plus on a une dette qui s'élève, plus on a des tarifs sur les services. Et si on veut vraiment faire preuve là, d'une approche fine sur ces enjeux-là, parce que les enjeux sont complexes, il faudra intégrer à cette méthode des considérations sociologiques. Et je milite pour ça. Ouais. Thank you. I'll have to. Je dois vous interrompre ici. Merci beaucoup, Monsieur Deneau. Vous nous avez donné beaucoup d'informations. Et je pense que nous devrons faire des lectures pour mieux comprendre l'ensemble du problème de l'évasion fiscale. Vous avez montré un livre. Est-ce qu'on pourrait avoir le titre du livre? C'est Paradis fiscaux, la filière canadienne. Et c'est sur le rôle de pionnier des paradis fiscaux des Canadiens dans la Caraïbe britannique et la façon dont le Canada s'est inspiré de ces créatures. Merci. Et traduit en anglais sous le titre Canada, a New Tax Haven. Thank you very much, Mr. Deneau. Merci, Monsieur Deneau. Nous levons la séance pendant 5 ou 7 minutes et nous reviendrons pour parler des travaux du comité. Merci.